Sam Altman, on le connaît depuis très longtemps parce il était à la tête du Y Combinator. Le Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. Et ce mec était à l'époque déjà considéré comme un génie pour plein de raisons. Et c'est un génie, factuellement. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec l'IA, il y a encore 5 ans, c'était de la science-fiction. Enfin, si les mots HTML et CSS, déjà c'est compliqué pour vous, justement, ce qui est génial avec le vibe coding, c'est que vous n'avez pas besoin de parler ce langage. 49 ans, elle kiffe, elle n'a pas spécialement des envies de faire du business avec pour le moment, peut-être que ça viendra par la suite, mais au moins elle teste et elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire dans sa vie. Moi, je vais sortir une stat de mon chapeau, mais je dirais même qu'il y a encore des entreprises qui ne sont pas passées à Internet. On reçoit souvent des messages, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche, tu vois, pour que je fasse de l'argent? Mais tout marche, littéralement tout marche en fait. Depuis hier, depuis les problèmes, mais surtout depuis... cette folle époque NFT où on avait notre podcast. Tu te rappelles qu'on avait notre podcast Not a French Talk? Oh On là a fait là pas là mal. là. On avait combien d'épisodes de podcast ensemble? On n'en a pas fait beaucoup en vrai. Si tu te rappelles bien. 5, 6? Ouais, c'était nul. Puis moi, surtout, il y a un projet qui me reste en travers de la gorge et il faut qu'on en parle. Ouais. J'aime bien la tête que t'as fait, c'est incroyable. T'inquiète, y a Je rien. sais pas. Non, mais je sais pas du tout où tu m'emmènes. Mais vas-y, emmène-moi. T'avais fait un super projet qui m'avait fait rêver, que t'as jamais vraiment Les lancé. C'était le baguettes. truc des baguettes. Ouais. Ouais, c'est Ça, vrai. je t'en C'est voudrais vrai, toute c'est ma vrai. vie. Je t'en voudrais toute ma vie. Bah ouais, mais le marché, il était plus là, tu vois. Il était plus Ouais, là. non, mais je sais, Tu- je te taquine, mais c'est vrai que tu sais que j'y pense encore, de temps en temps, ça m'arrive. Je me dis, putain, mais c'était vraiment un super truc. S'il était venu, mais ne serait-ce que 6 mois avant, t'imagines que si t'avais lancé 6 mois avant, on serait peut-être pas en train de parler là ou on parlerait différemment, tu vois. Ça serait un truc, on aurait été multimillionnaire, on aurait fait les cakes, je sais pas où, ça aurait été incroyable. Mais attention, hein, je suis pas en train de dire que je regrette, mais putain, cette période quand même, il y avait un truc. Je sais pas si toi ça te le fait, mais des fois je me dis, mais on a vécu un truc extraordinaire. Les gens se rendent pas compte de ce qu'on a vécu. La Et période moi, j'en ai encore NFT, des frissons d'en parler 2022. aujourd'hui. Ouais, j'en ai encore des frissons d'en parler aujourd'hui parce que mais c'était incroyable cette période. On a kiffé, mais vraiment. C'était déconnecté de la réalité. Tu t'échangeais des NFT 100 000, des trucs comme ça. T'avais des offres à 150 000 sur tes NFT. Tu disais non, je veux pas vendre, ça vaut Je veux plus pas que croire. ça. T'imagines aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai reçu hier? J'ai pensé à toi, j'ai reçu hier. J'ai encore plein de cartes Sorare. Et tu sais que Sorare est pas mort. Les Ouais. gens pensent que c'est mort, mais pas du tout. Ils ont shifté, ils ont divisé leurs équipes par 10, ils sont dans la merde, bien sûr, mais en vrai, il y a du chiffre d'affaires, il y a des revenus, ça existe toujours. J'ai reçu une Ouais, offre bien hier sûr. pour une carte de Sorare que je me souviens avoir. J'avais refusé la vente, ça devait être 2005 ou 3000 € de mémoire. Et on m'a fait une offre à 12 centimes sur la même carte. D'ailleurs, avant d'attaquer le podcast, tu me parles de Sorare, ça me fait penser à, il y a quelqu'un qui me suit dans la communauté, qui Ouais. du coup, il est pas mal identifié dans la communauté Sorare, il s'appelle Deglingo, et il a vibe codé ce site-là, tu vois. Oh, Il excellent. disait que, donc du coup, je lui ai partagé que je commençais à faire du vibe coding, que tout le monde devait s'intéresser dans ma communauté. Il y en a qui ont suivi, et notamment, bah, lui, Deglingo et de la Deglingo Team, ben, il a dit, il a fait un post X où il disait que il a réalisé en quelques jours son premier site qu'il avait jamais pu faire dans sa vie avant, accomplir sa vision grâce au vibe coding. Excellent. Donc ça fait la parfaite transition pour commencer ce fameux podcast. Donc, merci de t'être rendu disponible, Monsieur Rémi, dans ce Vibecast. Donc, comme on disait, on a déjà, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Et du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, dans ce podcast, le Vibecast, au début, j'aime bien prendre la vibe de la personne. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton parcours un peu rapidement? Dis-nous tout. Ouais, bah écoute, aujourd'hui, je m'éclate bien. Puis la dernière fois à laquelle on avait parlé, c'était en 2021-2022. Effectivement, l'époque dorée des NFT. D'ailleurs, petit aparté rapide à destination de ceux qui nous écoutent, les NFT, c'est pas du tout fini, contrairement à ce que les gens pensent et racontent. Par contre, oui, le bullshit, toutes les conneries qu'il y a eu autour, ça c'est terminé. C'est une bonne nouvelle en réalité, même si ça fait un peu mal malgré tout sur les bags qu'on a pu avoir, et les stocks qu'on a pu se faire. Mais effectivement, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, en fait, en 2022 et rapidement,
je suis passé côté IA. En fait, moi, j'ai toujours adoré la technologie en général. J'étais pas dans les NFT parce que les NFT me faisaient kiffer particulièrement, mais parce que la technologie était incroyable. Elle est toujours géniale, elle est toujours utile et elle va être intéressante à terme quand les gens vont bien l'utiliser, sans essayer de voler les autres. C'est ça le vrai problème du NFT. Et bah, du coup, l'IA, quand c'est arrivé, en fait, moi, bien avant que ce soit arrivé même, il y avait déjà des études scientifiques sur le sujet qui me rendaient fou. Et je me disais, mais le jour où on va avoir ça, mais ça va nous changer la vie, nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que passionnés de technologie. Et quand c'est arrivé pour de vrai, bah, jour 1, connexion sur ChatGPT, quand j'ai reçu le tweet de Sam Altman, le fameux tweet où il dit on vient de lancer un petit produit, on n'est pas très sûr, mais ça devrait être sympa. Donc ça, c'est un tweet qu'on peut retrouver qui date de novembre 2022 de mémoire. Et d'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie, le top commentaire de ce tweet, c'est un mec qui dit non, mais ce truc, ça peut pas marcher, c'est trop de la merde. Voilà, le mec a fait des dizaines de Un milliers de likes. visionnaire, un Voilà, un visionnaire. visionnaire. Tu sais, comme les visionnaires qu'on avait vus au début des NFT qui nous disaient que c'était de la merde, ça aurait aucun avenir. Comme on avait vu les visionnaires qui nous disaient que Bitcoin c'était de la merde et que ça aurait aucun avenir. Comme on avait vu les visionnaires sur Internet, etc., le e-commerce, les réseaux sociaux, maintenant le live shopping, maintenant le vibe coding, maintenant, voilà, on les a à toutes les vagues. Donc, ces fameux visionnaires. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je me dis, je me prétends pas être visionnaire, mais par contre, je suis toujours là dans les vagues et au début, quoi. Ça, c'est vrai. Et pourquoi? Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre. Et au bout d'un moment, si au bout de 3-4 mois, j'ai testé un truc et je trouve que c'est de la merde, je le dis, voilà, c'est pas grave, tu vois. Voilà. Et aujourd'hui, donc, pour revenir rapidement, excuse-moi, je parle un peu Pas de trop. souci. Aujourd'hui, Futur Radar, on a lancé une chaîne avec les équipes de Monet Radar. Monet Radar est assez connu, Futur Radar est tout nouveau. On a moins de 3 mois au moment où on fait cette vidéo. Et très sympa le logo d'ailleurs, t'as bien choisi. Merci. Et ouais, le truc de Futur Radar, c'est très simple, c'est de montrer un peu la technologie, l'intelligence artificielle et la robotique, et surtout leur impact sur la société et la géopolitique. En fait, ce que les gens comprennent pas bien, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, c'est devenu, bah, de loin d'ailleurs, c'est devenu le truc le plus important économiquement. C'est-à-dire, quand tu vois les chiffres passer, tu te rends compte que aujourd'hui, dans le monde entier, particulièrement aux États-Unis et en Chine, les deux gros leaders technologiques actuels, on pourrait rajouter dans le wagon de tête le Japon, la Corée et un peu la France et l'Angleterre aussi, dans d'autres domaines, mais qui sont très bien positionnés sur la partie technologique. Eh ben, on se rend compte que les plus grosses entreprises, celles qui gèrent le plus de volume d'argent, qui ont le plus de pouvoir aussi actuellement dans le monde, parfois plus de pouvoir que les gouvernements eux-mêmes, c'est pour ça que les gouvernements en ont peur, ce sont les entreprises technologiques. À part quelques contre-exemples, comme LVMH en France, par exemple, qui est l'un des leaders mondiaux en termes de chiffre d'affaires et de revenus, mais qui n'est pas du tout dans le domaine de la technologie, bien que ils aient depuis très longtemps utilisé des NFT par exemple, et qu'ils soient en avance sur la partie IA dans l'utilisation dans les entreprises. Mais c'est vrai que l'entreprise de base n'est pas une entreprise technologique. D'ailleurs, restons, tu me fais une belle transition. Essayons de bien rester sur tout ce qui est vibe coding et IA. Et après, bien sûr, toi, ton approche qu'on pourra extrapoler par la suite sur la partie géopolitique avec plaisir. Le format du Vibecast, on essaie de faire 1 heure. Donc, potentiellement, on te réinvitera pour un autre épisode. Et au niveau de la vibe, un petit truc que tu nous as pas dit pour te présenter un peu plus. Donc, tu es identifié dans le domaine de l'entrepreneuriat français depuis quelques années déjà, notamment parce que effectivement, tu as souvent été très early sur les différentes tendances. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, un peu plus succinctement sur ton parcours entrepreneurial, justement, quand c'est que tu as commencé? Est-ce que tu as déjà été salarié, tout ça? Ouais. C'est très chaotique, donc je vais faire rapide. Le mieux, c'est d'aller voir mon LinkedIn pour ça, parce que à chaque fois, les gens, quand ils regardent mon LinkedIn, ils me disent mais c'est sérieux, t'as fait tout ça, tu as des preuves? Ouais, ouais, je peux t'envoyer les fiches de paye, je peux t'envoyer les contrats, etc. Mais pour faire simple, ma première boîte, ça s'appelait Support Informatique. J'avais 19 ans à Lyon, qui est ma ville de cœur. Allez l'OL. L'OL, j'ai bien dit, hein. Et attention à ne pas confondre avec un frère maléfique. Euh, non, j'ai commencé cette boîte, c'était vraiment du support informatique, comme son nom l'indique, et ça a été une catastrophe de bout en bout. Mais en fait, ça m'a tellement formé, tu sais, à 19 ans, tu fais beaucoup de conneries.
Voilà. Et ensuite, j'ai alterné entrepreneuriat et salariat. J'ai eu des hauts et des bas. Je suis allé très haut, je suis allé très bas. Je pense que les gens qui me connaissent le savent. D'ailleurs, on en parlait en privé il n'y a pas si longtemps. Mhm. Voilà, je suis un peu une étoile filante et qui parfois a des gros problèmes de parcours. Et là, ça fait 2 ans que je suis vraiment en train de bien me stabiliser. Je suis très heureux. Je touche du bois. J'espère que ça va continuer. En tout cas, je suis en train de mettre en place des briques qui m'évitent de faire les erreurs que je fais habituellement. Je suis quelqu'un de très passionné. Donc, parfois, tu sais, on a ce syndrome-là de l'objet brillant. On veut Mhm. un autre truc parce que c'est trop marrant, parce que c'est truc. Là, ça fait 2 ans et demi. Si tu regardes un peu mes comptes sur les réseaux sociaux, si tu me suis, je ne parle que d'IA. D'ailleurs, pour repiquer sur ton Vibecast, j'ai fait du vibe coding hier. Il faut que tu l'affiches sur Ouais, le site. Tu peux l'afficher. Tu tapes rémibigo.fr. ouais. Ça devrait être sympa. Ouais. C'est très simple. C'est fait avec Claude. J'avais une idée depuis quelques mois déjà que j'avais jamais pris le temps de faire. Tu me diras si ça s'affiche qu'il y a des problèmes de DNS. Donc je sais pas si ça s'affiche encore. Au pire, je Ça a t'enverrai. l'air de s'afficher, ouais. Je vais Ouais. te partager ça Ouais, tout si de tu veux partager suite. l'écran, ça peut être intéressant. Donc ça, j'ai codé ça en. Alors ça s'affiche pas très bien. Tiens, c'est marrant. Bon, tu vois, voilà, Ouais, c'est du vibe coding. le Parfois, héros, c'est il pas a parfait. refait. Ouais, ouais, il y a deux, Mhm. trois trucs à modifier encore. C'est pas encore parfait. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la partie haute avec les 5 langues. Tu peux voir. Mhm. Ça a été fait également assez rapidement et ça a été vérifié par des gens qui parlent les langues en question. Ça fonctionne. Donc moi, j'ai la Ok. chance de parler 3 de ces 5 langues, français, anglais et un petit peu indonésien. Et je commence à travailler sur la partie japonaise et chinoise aussi. En fait, le but, c'est de développer ma partie conférence, mais à l'international. J'ai commencé à faire des conférences à l'international l'année dernière, notamment à Hong Kong, à Casablanca. Et là, le but, c'est de dire, bah voilà, on va faire une conférence internationale dédiée à la géopolitique et à l'IA. Et donc, on a vibe codé ça. Enfin, j'ai vibe codé ça tout seul avec Claude. Je suis même pas, alors très drôle, j'ai même pas utilisé Claude Code pour ce projet-là. Parce Mhm. qu'en fait, je voulais un projet ultra simple en HTML, CSS, pour ceux qui connaissent, très simple, basique, le plus léger possible, et qui s'affiche partout super vite. Voilà, donc du coup, j'ai fait vraiment, c'est littéralement des fichiers HTML, même le CSS est dans le HTML, ce qui est dégueulasse, je vous recommande pas. D'ailleurs, Claude, hein, merci d'avoir fait cette merde-là, hein, je te remercie pas. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu as mélangé le CSS? Oh, ouais, on pourrait, mais bon, j'avais pas envie. Voilà, ok, très bien. Mais ouais, voilà, pour repiquer sur le vibe coding, donc aujourd'hui, Futur Radar, et puis les conférences à travers le monde, c'est vraiment mes objectifs aujourd'hui. Parfait, parfait, parfait. Écoute, on commence à cerner ta vibe, La un folie. esprit très fleuri qui part dans tous les sens et qui teste des choses et qui fait preuve de résilience. Donc c'est parfait. Passons au début. Donc tu nous as dit, tu as vu du coup ChatGPT jour 1 avec ce fameux tweet. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Je pense que euh, donc, comme on en a parlé, tu étais plutôt actif dans les NFT, tu étais un très gros believer, tu pensais beaucoup et tu crois encore. C'est juste que le marché il s'est effondré parce que bah, il était monté tellement haut, tellement dans l'euphorie que c'était pas du tout rationnel. Donc, quand tu te dis, quand tu vois ce tweet-là, qu'est-ce que tu te dis? Ok, je connais déjà Sam Altman, je connais déjà un peu leur vision, faut que je le teste, faut que je passe à l'action. C'était quoi ton raisonnement un peu à ce moment-là? Sam Altman, je le connais depuis très longtemps parce que moi, je suis dans l'écosystème startup depuis 20 ans maintenant. Ouais, je sais, je suis Mhm. vieux. Tu sais, j'ai fait des vidéos avec Gary Vaynerchuk plusieurs fois, voilà. Et en fait, Sam Altman, on le connaît depuis très longtemps parce il était à la tête du Y Combinator. Le Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de startup au monde à San Francisco. Et ce mec était à l'époque déjà considéré comme un génie pour plein de raisons, et c'est un génie, hein, factuellement, il faut le dire, même s'il a énormément de zones d'ombre. Et d'ailleurs, on en a parlé dans une des vidéos récentes de Future Radar. C'est un mec qui est, au niveau valeur, je suis pas du tout aligné, hein, très clairement. Par contre, Mhm. moi, j'aime bien, même quand je suis pas aligné avec les gens, j'aime bien reconnaître la réalité des choses. C'est un génie, point barre. Là-dessus, si tu me dis le contraire, c'est que t'es cinglé. Ou alors prouve-moi que toi, t'es un génie, parce que j'ai envie de voir. Et donc, ce gars, quand il te dit, bon, tu sais il a beaucoup d'argent ou beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent autour de lui, qu'il a beaucoup de confiance d'investisseurs, parce qu'il a levé des centaines de milliards bien avant
ChatGPT pour plein d'autres projets, qu'il a lancé plusieurs entreprises qui ont été vendues à des dizaines de milliards, il a vraiment si tu veux, il a un CV, c'est pas un CV de j'ai fait telle école ou j'ai tel diplôme. C'est un CV qui a prouvé qu'il savait faire des trucs qui avaient une valeur importante au niveau mondial. Donc je me suis dit, bon attends, le mec, il est dans la place depuis très longtemps, on sait qui il parle pas pour rien dire, il a une équipe de cinglés, il est sur un projet dont je rêve depuis des mois, dont on a parlé depuis des mois sur des différents trucs, même des années en réalité. Moi, je suis arrivé un peu en retard là-dessus sur les recherches scientifiques, mais ça fait très longtemps qu'on parle de possibilités de ce qu'on a aujourd'hui. Faut quand même qu'on prenne un peu de recul. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec l'IA, il y a encore 5 ans, c'était de la science-fiction. Vraiment, hein. Mhm. Il y a encore Mhm. 5 ans. Pas il y a 10 ans, pas il y a 20 ans, il y a 5 ans. Donc, je me dis, mais tu te rends compte, tout ce qu'on voyait dans les films, Terminator, Matrix, tous les grands films de science-fiction qui montraient, voilà, Jarvis, tu vois, tous ces trucs-là, qui nous ont fait rêver pendant des années, qui continuent de faire rêver des générations entières, tu te dis, mais voilà, on y est, quoi. Step by step, étape par étape, on est en train d'y arriver. Et là, chaque semaine, et je dirais même presque chaque jour, presque chaque heure, il y a une nouvelle dinguerie qui sort. Tu te rends compte d'un truc qui m'a fait marrer. On disait Internet, ça va trop vite. Après, on a dit les réseaux sociaux, ça va trop vite. Après, on a dit la crypto, ça va trop vite. Après, on a dit les NFT, ça va trop vite. Et là, j'ai trouvé un secteur où ça va encore plus vite que les NFT. Et je me dis, mais c'est pas possible. Le système, la vitesse à laquelle ça va, c'est du délire. Et je pense que les gens sont en train de se perdre aussi. Il y a un peu ça. Ouais. Du coup, je pense que justement dans cette nouvelle époque, il faut s'adapter. Et j'ai bien compris visiblement que tu veux pas du tout suivre mon plan de Vibecast. Tu veux pas du tout aller dans mon sens. Alors du coup, on va s'adapter, on va rebondir au fur et à mesure sur ce que tu nous amènes, mon cher Rémi. Euh, Et donc, tu t'es dit donc directement que Sam Altman, tu le suivais, tu as vu la vision dès le début. Et à quel moment tu commences à tester? Donc, dès le premier jour. Et c'était quoi au début tes premiers tests? Parce que tu sais, je recommande surtout à cette époque du vibe coding de tout de suite mettre les mains dans le moteur pour pouvoir tester sur des petits trucs. Toi, tu testes quoi? Est-ce que tu essayes d'optimiser tes activités actuelles? Est-ce que tu essayes de faire une idée que tu avais depuis longtemps? C'était quoi au tout début? Au tout début, on n'avait pas la capacité d'aujourd'hui, bien sûr. Au tout début, le ChatGPT, le premier, qui était grand public, je crois que c'était le 3.5 de mémoire, un truc comme ça s'appelait. Même, il y avait peut-être une autre version, mais bon, voilà. On était sur quelque chose de très, très limité. À l'époque, c'était encore j'écris un mot, il écrit la suite. Maintenant, on est beaucoup plus loin que Mhm. ça, hein, on va beaucoup plus loin. Donc moi, les premiers tests, c'était plutôt pour rigoler, quoi. Tu vois, c'était un peu tester comme on faisait sur Google. Bah voilà. Au début, c'était ça. Ouais, j'ai envie de tester, comparer avec Google. Ça a été ça. Ensuite, j'ai vu très rapidement que bah, sur certains trucs, il était largement meilleur, sur d'autres, il était éclaté. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Moi, je suis un créateur de contenu, j'adore écrire. Est-ce que je peux le faire parler comme moi? Au début, c'était difficile. Mais à partir de la version 4, ça a été très intéressant. On a commencé à vraiment pouvoir le faire parler. Ensuite, ça a commencé à parler on peut coder avec. J'ai dit, oh putain, attends, on peut coder avec? Comment ça? Et là, j'ai commencé à faire des premiers tests hyper simples. Moi, tu sais, mon niveau de coding, c'est HTML, CSS, un peu de React, un peu de Ruby, donc sûrement un peu plus que la majorité des gens, mais quand même très basique, hein. Voilà, je connais mes bases, je sais ouvrir un terminal, je sais utiliser un outil comme VS Code vite fait, bien fait, avec les options faciles, mais ça s'arrête là, quoi. Je suis très limité. J'ai jamais codé du PHP, j'ai jamais fait des trucs vraiment balèzes, quoi. Donc, et je vois bien autour de moi, même les gens qui sont très très nuls, qui ont jamais touché un ordi, ils arrivent à faire quelque chose avec les outils qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait en novembre 2022. On fait des trucs maintenant. Donc aujourd'hui, ce que je testerais, si les gens qui nous écoutent là, ça Mhm. dépend de votre niveau. Si vous connaissez rien, si vous avez jamais, ne serait-ce que si pour vous PHP, enfin si les mots HTML et CSS déjà c'est compliqué pour vous, bah justement, ce qui est génial avec le vibe coding, c'est que vous n'avez pas besoin de parler ce langage. Le fait de parler ce langage vous donne un avantage concurrentiel, c'est vrai, parce que vous allez pouvoir fignoler mieux les choses, être plus, faire un code de meilleure qualité, etc. C'est tout à fait exact. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de savoir coder. C'est ça qui est génial. Donc,
Moi, ce que je vous invite à faire, c'est ouvrir. D'ailleurs, juste petit aparté, je reste vraiment dans la question, hein, t'as vu? Je me force. Ouais. Si, le premier test, les premiers tests. Premier test, arrêtez de vous poser la question quel est le meilleur modèle. Ça, c'est la mauvaise question à se poser. Tous les modèles sont bons aujourd'hui. Ouais. Choisissez-en un, arrêtez de procrastiner. Ouais, mais attends, faut que je regarde les tests, les tutos, les machins. Arrêtez le bullshit. Choisissez-en un, ils sont tous terriblement bons, déjà. Et vous commencez à discuter avec lui de votre projet. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est votre objectif? Est-ce que c'est d'améliorer un site existant? Est-ce que c'est de créer un nouveau site? Est-ce que c'est de faire une application mobile? Est-ce que c'est de créer votre formation? J'en sais rien. Discutez avec l'outil de vibe coding de votre objectif, de ce que vous voulez faire et de comment vous aimeriez travailler avec lui. C'est ça le premier test. Ok, très bon conseil. Et d'ailleurs, bon bah j'en parle souvent dans le Vibecast, mais écoutez, ça va être notre fil rouge du Vibecast. Ma fameuse cousine qui a 49 ans que j'ai branchée au vibe coding et qui a jamais du coup HTML, CSS, tout ça, ça l'a jamais parlé. Donc elle avait fait dans le podcast avec Wiss, je vous avais montré la chasse aux œufs pour Pâques. Là, elle a fait un espèce d'escape game pour son travail. Donc, elle m'a dit qu'il faut mais donc elle a fait un système où tu peux rentrer ton prénom, choisir quelle équipe tu vas faire, tu rejoins ta brigade. Après, elle, en maître du jeu, elle doit faire. Et je vais vous montrer, je sais pas si vous pouvez voir sur mon téléphone normalement. Oui, si je filme bien. Ok, bon, vous voyez globalement le design et elle a fait donc différents indices que tu peux retrouver. Et encore une fois, pour toujours aller dans ce point-là, 49 ans, elle kiffe. Elle n'a pas spécialement des envies de faire du business avec pour le moment. Peut-être que ça viendra par la suite, mais au moins elle teste et elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire dans sa vie. Donc vraiment, c'est top. Euh, ouais, franchement, fil rouge de du Vibecast, ma cousine qui a 49 ans. Excellent. Euh, Maintenant, donc ouais, ChatGPT, tu prends, tu fais tes petits tests. À quel moment tu décides du coup de pivoter tes activités à 100% sur l'IA? Est-ce que tu te dis, OK, on arrive à la vision que j'avais depuis quelques années, l'IA va changer le monde, est en train de changer le monde. Du coup, je pense un peu comme moi, on aime bien transmettre les choses, tu veux transmettre des infos, tu veux aider les gens à faire cette transition-là. À quel moment tu décides est-ce que tu as eu un événement déclencheur que tu t'es dit, OK, je bascule à 100% dans ça? Ouais, c'était de mémoire, c'était en mai 2023, je crois. Donc 6 mois après vraiment avoir mis les mains dans le cambouis. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ChatGPT à l'époque, qui était vraiment le leader de loin, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui, je l'utilisais plus que tous les jours. C'est-à-dire que c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais créé plein de workflows, plein de trucs qui me permettaient d'améliorer ma façon de travailler, d'être plus efficace, d'être plus rapide, de mieux répondre aux mails, de mieux, quand je prenais des critiques difficiles sur les réseaux, de mieux me canaliser. Tu vois, il y a, enfin, c'est pas à toi que je vais dire ça, mais quand tu publies du contenu, effectivement, tu te prends de sacrés valises sur la gueule parfois. Et aujourd'hui, grâce à ça, je suis complètement, ça passe, quoi, tu vois, j'en ai absolument rien à faire. Donc, pour Mhm. répondre à ta question, c'était aux alentours de mai 2023. J'ai commencé à publier une vidéo par jour sur Instagram, juste en partageant ce que j'avais appris dans la journée, le nouveau truc que j'avais découvert ou la nouvelle news importante. Et j'ai commencé comme ça. Et je pense que cette vidéo journalière, elle a dû durer quasiment 2 ans. Ok. Et pour un résultat catastrophique d'ailleurs. J'ai dû prendre 3000 followers sur Insta. Et très drôle, depuis, il y a 3 vidéos qui m'ont généré à elles seules 15 000 nouveaux abonnés. Donc c'est ça me rend fou. Ça, c'est un autre problème. Il faudrait qu'on en fasse une vidéo, mais les réseaux sociaux, ça devient vraiment n'importe quoi. Bref, voilà. Tu contrôles pas vraiment. Moi, pour la petite histoire, j'avais fait une chaîne gaming fin d'année dernière quand je j'avais pas encore basculé dans le vibe coding. La crypto, ça me saoulait. J'étais plus aligné de parler de la crypto. Donc du coup, moi, mon rêve de carrière, c'est de devenir streamer sur GTA 6 quand il va sortir. Tu vois. Let's C'est go. mon rêve de carrière.
Donc, Faut que bah tu oui, commences. ça fait des années qu'il GTA, il recule la date de sortie. Donc, pour le moment, il faut bien que je fasse autre chose en attendant. Et donc, du coup, je me suis dit, attends, je vais tester un petit peu. Il y a un jeu qui s'appelle Ark Rider qui est sorti, un très bon jeu qui est un loot and extract. En gros, pour expliquer simplement, tu te connectes, tu vas dans une zone avec d'autres joueurs, tu récupères des armes, des choses comme ça, et tu dois t'extraire de la zone pour pouvoir ramener dans ton inventaire les différentes choses que tu as collectées. Et je vois que ça commence à prendre du buzz sur Twitch et tout, et je me dis, vas-y, je vais tester. Du coup, je fais quelques vidéos, et mes vidéos, 14 vues, 20 vues, tu vois, ça prend pas. Et pourtant, j'avais essayé de bien réfléchir, j'avais pas fait spécialement des shorts et tout à ce moment-là, mais j'avais Mhm. bien essayé de réfléchir. Ça prend pas, je fais ça pendant 2 semaines. C'est vrai que la période de test, elle était pas assez C'est importante, un peu léger, ouais. mais ouais, étant donné que je faisais ça juste pour tester, j'avais pas vraiment un plan de carrière, j'ai lâché, tu vois. Et là, tu vas sur ma chaîne, les vidéos, elles ont 1500 vues, elles sont en grossissement. Je pourrais te montrer après. Il y en a une, elle a Est-ce que c'est le 20% de jeu? ses... Ouais, excuse-moi de te couper. Est-ce que c'est le jeu où ils ont un cri de guerre là? Ils ressemblent à des nains ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça? Non, non, c'est pas Ah, c'est celui-là. pas celui-là. Parce que Et celui-là fait du buzz aussi. il y a une vidéo, elle a 20% de CTR sur la vidéo. Genre, elle est référencée dans YouTube Search. Quand tu regardes les analytics, c'est qu'en fait, les gens, ils tapent sur YouTube, du coup, et ça redirige sur ma vidéo. Bref, c'est... Et Incroyable. moi, je suis à cette époque-là, effectivement, un peu comme toi, où, ok, il y a plein de choses où tu peux essayer de faire en sorte que l'algo aime bien, mais t'as pas vraiment les maîtrises et c'est vraiment un petit peu aléatoire aussi. Donc, Bah, je nous, te rejoins regarde à sur la chaîne 100%. Future Radar, on fait 2 vidéos par semaine, on va passer à 3 là bientôt. Mhm. La première vidéo a fait 125 000 vues. Ensuite, on a eu pas mal de vidéos entre 10 et 40 000 vues. Et le plus gros flop, ça doit être 6-7 000. Mais encore aujourd'hui, je suis incapable de te dire pourquoi la première a fait 120 000 et pas les autres. Tu vois, pour moi, d'ailleurs, c'est très drôle. J'ai analysé le script, j'ai analysé les images, j'ai tout analysé. Et elle est factuellement inférieure aux 3 ou 5 dernières qu'on a faites. Et il y a un truc, c'est vrai que bon, il y a le fait qu'un robot frappe un humain, son créateur, voilà, il y a plein de trucs. Il y a le fait que ça parle de la Chine, il y a le fait que ça parle de la robotique, bien sûr. Mais depuis, on a refait une vidéo dans le même style, elle a pas fonctionné pareil, tu vois. Et je me suis dit, mais putain, mais d'où ça vient, bordel? Et j'arrive toujours pas. On a quelques pistes, mais on n'a pas le Ouais, truc. bien sûr. Bon, on est en train de sortir du sujet. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. On va faire nos 1 heure, on va rebondir sur les différents sujets que tu m'amènes, comme notre podcast à l'époque, et c'est pas grave. Ça sera un épisode un peu plus spécial, parce que Rémi B est spécial. Euh, Concernant, ouais, du coup, donc, ChatGPT, tout ça, tu prends le pivot, tu postes pendant 2 ans. Est-ce que tu as eu l'envie, donc toi, on est dans le Vibecast, mais pas spécialement des envies actuellement de spécialement vibe coder, digitaliser des choses, proposer ces services-là. Toi, c'est plutôt l'aspect partage. Il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place avec l'IA. Il y a des enjeux géopolitiques assez importants qui redistribuent les cartes. On peut le voir actuellement avec ce qui se passe avec Trump en Iran et tout ça. La Chine qui est un peu discrète parce que je pense que ils laissent les États-Unis baisser leur image mondiale et comme ça, la Chine, ils ont rien besoin de faire pour pouvoir monter un petit peu dans les sondages, je dirais. Euh, Tu te dis ça, ouais. Tu te dis, je vais plutôt axer ça plutôt que vraiment la partie pratique et solutions techniques. En fait, j'ai déjà testé les deux. C'est-à-dire que avant de rejoindre les équipes de Money Radar, j'ai lancé plusieurs business sur l'IA. J'ai fait beaucoup de conférences à travers la France, également à l'étranger, comme je t'ai dit. Maintenant, moi, je suis basé en Asie, donc c'est plus facile aussi d'aller un peu ailleurs. Euh, j'ai testé, si tu veux, des trucs habituels, c'est-à-dire proposer des services à des entreprises. Le problème de ça, c'est que c'est possible. Vous pouvez faire beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a énormément de choses à faire actuellement, puisqu'il y a des chiffres qui sont tombés, hein. Les gens pensent que tout le monde est déjà passé à l'IA. En réalité, les entreprises, 80% des entreprises n'ont rien intégré d'IA ou de robotique dans leur boîte. Même les Je usines. vais ça. Ouais, Ouais. je vais sortir une stat de mon chapeau, mais je dirais même qu'il y a encore 30% des entreprises qui sont pas passées à Internet. Mais c'est vrai, Alors, hein, c'est réel. j'irai peut-être pas jusque-là. J'irai peut-être pas Combien jusque-là. d'entreprises n'ont pas de site Internet, n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux? Il y en a énormément, tu vois.
Ouais, peut-être, peut-être. Après, là, j'ai pas le chiffre, donc je pourrais pas dire, mais ouais, il y en a sûrement, c'est sûr. Donc ouais, il y a un vrai business. Par contre, moi, j'ai testé et ça m'a fait chier, en fait. Pour être honnête avec toi, ça m'a saoulé. Je continue de faire des trucs, voilà, c'est pas mon truc principal. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'apprendre plein de trucs, de sélectionner les bonnes informations et de les repartager en conférence, sur mes réseaux sociaux, dans mes vidéos YouTube. Le reste, je m'en fous. Parce qu'en fait, les gens, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut avoir envie de faire ça. Vendre du B2B, c'est très dur. C'est très, très, très dur. C'est magnifiquement rentable, ça c'est vrai, parce que les entreprises, elles ont de l'argent, elles vont te payer, elles vont pas faire de cinéma, si tu trouves les bonnes, évidemment, on va pas vendre à n'importe qui non plus. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent en B2B, beaucoup plus qu'en B2C, et c'est plus facile, entre guillemets, de vendre bien des bons produits intéressants pour les entreprises. Par contre, c'est chiant, c'est dur, c'est compliqué, il faut faire du sur-mesure, il faut donner beaucoup de sa personne, il faut former les équipes. C'est très très dur. Et il y a une inertie dans les entreprises qui est terrible parce qu'il y a des jeux politiques entre les personnes. Voilà, oui, mais moi, il faut que je me fasse bien voir. Alors, je vais faire ci, je vais faire là, ou je vais pas suivre ce que dit le formateur parce que faut que je sois différent. T'as des jeux politiques aussi, c'est l'enfer. Et alors, dans les administrations, je t'en parle pas. J'ai travaillé avec certaines d'entre elles à l'époque, dans les 2 dernières années. Je suis fatigué de tout ça. Moi, j'aime bien quand ça va vite, quand c'est efficace, quand il n'y a pas de bullshit, tu me connais. Et donc vendre du B2B, bah oui, mais en fait c'est plus facile pour moi de faire des vidéos sur YouTube, de les faire exploser et que derrière des entreprises nous contactent pour faire de la pub dans nos vidéos, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Tu vois. On se prend moins la tête. Ouais, bien sûr, là tu touches un point vraiment important, c'est question d'alignement, tu vois. Toi, t'es pas aligné aujourd'hui avec le fait de faire ça. Ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, c'est plutôt tes activités que tu fais au niveau de la création de contenu. Et d'ailleurs, il faut être aussi aligné dans sa création de contenu. On a pu parler avec d'autres personnes dans le Vibecast que tu vois, il faut pas faire spécialement. Tout le monde parle du format short, mais il faut pas juste faire ce qui marche. Il faut que tu trouves ton format qui va t'aller au format short. Et donc, ouais, moi, je reçois souvent des messages, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche, tu vois, pour que je fasse de l'argent? Mais tout marche. Il y a littéralement tout marche C'est en vrai. fait. Mais le truc, c'est est-ce que tu vas être prêt à comment tu vas tanker quand tu vas te prendre des refus, quand tu vas te prendre des claques. Moi, pour faire le parallèle, là, je relance mes activités de création de contenu après 5 ans où je parlais avant de la crypto. Euh, j'ai des vidéos qui ont fait 14 000 vues, 10 000 vues, 5 000 vues. Là, me remettre dans l'arène et devoir affronter l'algorithme et affronter tout ça et les faibles vues comparées à ce que j'avais avant, bah, pourquoi je continue? Pourquoi je teste? Pourquoi là, je vais relancer une chaîne YouTube qui repart de zéro parce que je pense que ma chaîne, elle est maraboutée? Eh ben, c'est parce que je suis aligné par la vision, tu vois. Je suis vraiment aligné par le fait que je kiffe le vibe coding, je vibe code, je le partage à ma famille, je veux vraiment faire, donc j'accepte de tanker les trucs. Alors que si j'allais dans un domaine qui était plus rémunérateur, eh bien, si je suis pas aligné, je vais pas le faire, tu vois. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que si vous, les personnes qui nous écoutent, votre alignement c'est l'argent, c'est ok, tu vois. C'est ok d'avoir des personnes qui sont alignées par l'argent. Et d'ailleurs, par expérience, pour les différents projets que j'ai faits, quand tu fais un gros projet, ton but c'est de monter une team d'Avengers et tu as besoin d'avoir un mec au niveau sales, pas comme moi qui est en mode ouais tranquille, je suis pas trop intéressé par l'argent. Tu as besoin d'avoir un mec qui respire l'odeur de l'argent et qui va aller chercher les contrats. Donc s'il y a des mecs sales qui sont ultra intéressés dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est pas moi qui vais faire les sales de mes activités. Donc, Très bon. mais ouais, t'as besoin, tu vois. Ouais, on a des sales aussi super bons dans les équipes et c'est vrai que ça aide énormément. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi les gens qui sont drivés que par l'argent, souvent je leur dis ne me contactez pas, par contre ça m'intéresse pas. Ça colle jamais, ça Mhm. colle pas. Que tu aies envie de gagner de l'argent, c'est génial. Je suis le premier à dire il le faut. Mais si c'est ta seule valeur, moi, à chaque fois, malheureusement, hein, à chaque fois que j'ai croisé la route de personnes pour qui la seule valeur était l'argent, ça s'est pas bien fini. Donc, attention quand même. Il faut qu'il y ait d'autres valeurs. Ouais, bien sûr, effectivement, c'est pas la valeur unique, mais je veux dire, ce qui t'anime, c'est effectivement les chiffres qui montent, c'est bien, mais il Ça faut oui, effectivement avoir une petite base je suis éthique. d'accord.
Parfait, parfait, parfait. Du coup, donc toi, par rapport à ton contenu, aujourd'hui, entre 2023 ou disons 2024, en 2 ans, c'est quoi? C'est un peu une question qui a pas vraiment de réponse définie, mais tu dirais c'est quoi les grandes transformations que tu vois entre 2024 et maintenant euh, par l'IA? Si tu veux rattacher ça à la géopolitique, tu peux. On peut partir de ce côté-là ou n'importe quoi. Vas-y. Non, non, on va essayer de rester sur la création de contenu du coup. Bah, le gros changement qu'on voit qui va vraiment tout changer justement, c'est ce qu'on appelle le AI slop, le contenu IA de faible qualité. En fait, toutes les plateformes ont un gros problème aujourd'hui. YouTube, Instagram, TikTok, tous, Twitter même, ont un gros problème. Je continuerai de l'appeler Twitter et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Petite tac. Aujourd'hui, ces plateformes ont un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait du AI slop? Est-ce qu'on accepte que tout le monde publie n'importe quoi géré par IA en mélangeant ça avec les contenus humains traditionnels? Est-ce qu'on met des règles? Lesquelles? Là, par exemple, on s'est rendu compte, parce qu'on a plusieurs trackers de chaînes YouTube dans la boîte, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont sauté dans les 2 derniers mois là, sur YouTube. Et Ok. ces chaînes étaient un peu borderline, c'est-à-dire que elles utilisaient l'IA, mais d'une manière qui était trop agressive, trop voyante. Ça se voyait vraiment facilement qu'il y avait trop de choses gérées par IA. Texte, script, images, voilà, il y avait un peu tout qui était géré par IA. Donc on estime et on pense que c'est à cause de ça qu'elles ont été fermées. Hein, mais on n'a aucune preuve, bien entendu. Hein. Mais en tout cas, il y a un faisceau d'indications qui nous font croire que c'est le cas. Mais dans le même temps, d'autres chaînes qui sont pourtant certaines d'entre elles pires sont toujours là. Donc on ne sait pas si ça vient du fait que bah, c'est très difficile pour YouTube de virer tout le monde, parce que je pense on doit parler en nombre, on doit être peut-être à maintenant 100 000 chaînes YouTube créées par jour, à mon avis, avec l'IA, parce que c'est hyper facile, hein, il suffit de créer un email et de balancer ta nouvelle chaîne. Donc c'est, à mon avis, en termes de création de nouvelles chaînes, ça doit être phénoménal. Tout le monde fait des tests, plein de gens font des tests, d'envoyer des chaînes à la con pour essayer de faire quelques euros, tu vois. Tout le monde a envie de faire exploser sa chaîne. Donc pour moi, ça c'est le truc qui est en train de tout changer. Et justement, les gens pensent que c'est un problème. Moi, je vois ça comme une solution, en fait, comme une opportunité plutôt. Pour moi, il va y avoir 2 marchés, 2 grands marchés. Il va y avoir, ça va dépendre bien sûr de ce que les plateformes décident à la fin, mais il va y avoir 2 grands marchés. Il va y avoir ce qu'on va appeler le AI first, c'est-à-dire ou le AI only, c'est-à-dire des contenus qui vont être créés intégralement par IA. Ça peut être un avatar IA qui va parler avec une voix IA, avec un script IA, avec une description IA, avec absolument tout d'IA. D'ailleurs, il va y avoir 2 sous-catégories. Ceux qui disent explicitement on est une IA et c'est pas grave. On a déjà des exemples de gens qui savent que c'est une IA, qui la suivent et qui sont contents de la suivre. On a déjà des marques qui payent ces influenceurs IA en sachant que ce sont des influenceurs IA. Donc ça, c'est intéressant. Il y a vraiment un nouveau marché qui est en train de se créer. Dans ce deuxième marché, du coup, il va y avoir une deuxième sous-catégorie, c'est ceux qui vont faire du contenu IA maximum, mais ne vont pas dire qu'ils sont une IA. En fait, ce qui est en train de se passer, on a des cas là déjà, où des gens m'envoient des profils Instagram et ils me posent la question, est-ce que c'est de l'IA? Parce qu'ils savent que je détecte bien ce truc-là. Et j'ai de plus en plus de mal à répondre. Très intéressant. Depuis 2-3 mois, depuis cette année-là, depuis 2026, ça devient terriblement compliqué quand c'est bien fait de savoir si la personne est vraiment humaine. C'est encore possible, on y arrive encore, mais je sens qu'on est à la limite. Bientôt, on va être dans la merde. Et de l'autre côté du spectre, il va y avoir les contenus full humains. Il va y avoir des gens qui vont dire, nous, toute cette merde, on n'en veut pas, c'est bon, ça nous intéresse pas, on a compris, l'IA c'est cool, c'est marrant, on va peut-être suivre 2-3 influenceurs pour le fun, mais ça va s'arrêter là. On veut des gens et on veut prouver qu'ils sont humains. Qu'est-ce qui permet de prouver que quelqu'un est humain? Ah, la blockchain peut-être? Ah, la blockchain, Ah, c'est les sûr. NFT? Ah, intéressant. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est humain? Bah, qu'il était là avant 2022, avant l'explosion de l'IA. Eh, Rémi, c'est facile de voir ces vidéos sur YouTube de 2010. Ah ouais, elles sont toujours en ligne. Ah, toi, t'as pas publié à l'époque. Pas toi, hein, pas toi, Quentin, mais toi qui nous regardes. T'as pas publié ta vidéo en 2010. Et maintenant, comment tu prouves que t'es un humain? Ah, bah merde. Ah, je suis méchant, c'est pas gentil. J'espère que vous avez publié vos vidéos. J'espère que vous avez une vidéo même pourrie qui existe sur Internet, qui prouve que vous existiez avant l'IA. On a un problème sur LinkedIn d'ailleurs. Je sais pas si tu en as entendu parler. Bah,
je rebondis toujours sur ta question. Et j'essaie vraiment d'être resté sur ta question. Qu'est-ce qui a le plus changé? Dites-nous dans les commentaires, est-ce que Rémi reste dans les questions Ah que là, je oui. pose ou alors Non, il s'éloigne? Réponse dans les non, commentaires, non, on non, non, non. verra. Attends, Quentin. Je continue de répondre toujours à ta question. Qu'est-ce qui a le plus changé entre 2024 et aujourd'hui? C'est toujours dans la question. Je suis désolé. Je fais de mieux en On mieux. verra, on Plus le verra. podcast avance, tu remarqueras, plus je suis dans les clous. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bien, tu t'erres et tu t'améliores, c'est C'est bien. ça. Donc du coup, ouais, c'est quoi le problème sur LinkedIn? LinkedIn, c'est terrible. J'ai remarqué, je sais pas si tu as remarqué ça, je sais pas si tu utilises LinkedIn toi, mais maintenant quand je reçois des demandes de connexion, dans, je dirais 60% des cas, full IA. C'est-à-dire que même le profil n'existe pas. C'est une personne qui n'existe pas. Mhm. Et je le remarque à la photo, je le remarque à comment ils écrivent les textes, etc. Et je fais des recherches sur la personne et je ne la trouve pas. Elle n'existe pas. Donc je me suis dit, ok, là on a un problème sur LinkedIn parce que LinkedIn c'est pas comme YouTube ou Facebook ou Instagram. LinkedIn c'est sérieux. Contrairement à ce que les gens pensent, parce que oui, il y a quelques connards qui publient des merdes sur LinkedIn aussi. C'est très très sérieux LinkedIn. C'est très très important pour les entreprises, pour trouver les bons profils, pour avoir les bons contacts dans les bonnes entreprises, pour signer les bonnes conférences, pour signer les bons deals. Ça se passe sur LinkedIn, ça se passe pas ailleurs. Et donc moi c'est un vrai problème. Je suis arrivé à un point, au moment où je te parle, je refuse quasiment toutes mes demandes de connexion. Si je n'ai pas rencontré la personne en vrai, je refuse. Ou alors je laisse, tu sais, sur LinkedIn, tu peux ne pas valider ou ne pas refuser, tu laisses la demande. Et qu'est-ce que j'ai Mhm. remarqué? Ça fait 1 an que je fais ça. Et ben, du coup, il y a des profils que j'avais ni refusés ni acceptés, bah, qui ont disparu. Donc la demande, c'est marqué, bah, tu peux plus cliquer sur le bouton valider. Et là, j'ai dit bon bah voilà, c'est un profil qui a été dégagé par LinkedIn. Donc très gros problème, faites très attention. Il y a énormément de profils, même dits professionnels, qui sont en train de manipuler pour gagner de l'argent, pour scammer, pour faire des merdes habituelles. C'est les choses qui ont le plus changé ces 2 dernières années. Ok. Ouais, il y a plusieurs sujets sur rebondir. Le premier, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans le Vibecast, c'est la Dead Internet Theory. Donc, c'est le fait que sur Internet, je pense que c'est déjà une réalité. On a pu le voir. X, j'ai fait la transition, je vais dire X. Ils essaient de solutionner ce problème-là. Il commençait à être très présent fin d'année dernière, fin d'année 2025. Là, il est toujours présent, mais en tout cas, il est un peu moins et ils essaient vraiment de solutionner ça. Donc, la Dead Internet Theory, c'est le fait que ça soit du contenu généré par des IA avec des IA qui répondent au contenu généré par IA et au final c'est que des IA qui se parlent entre elles et il n'y a rien d'intéressant. Donc on a eu cette petite phase là sur X. Donc c'est un vrai sujet. Et un autre chose que je voulais rebondir, euh, je pense qu'il y a aussi un cas que tu n'as pas dit et que tu seras d'accord de dire qu'il existe, c'est l'entre-deux, tu vois. C'est des personnes qui vont faire du contenu humain, mais dans certaines facettes, eh ben, ils vont faire du contenu avec leur clone avatar IA pour des sujets différents, pour du format short, pour des choses comme ça. Donc ça va être un mix un peu des deux. Et d'ailleurs, il y a une chaîne, là justement, dans toujours cette optique d'optimiser ma création de contenu, je suis allé scraper et analyser peut-être 250 chaînes YouTube différentes. J'ai identifié quoi? Il y en a une qui sera un très bon sujet d'enquête. Il y a un modèle qui apparemment il commence à être bien utilisé dans la musique qui s'appelle Suno pour pouvoir créer des musiques, faire avoir des beatmakers, et enfin avoir le beat et tout ça, toute la musique full IA. Et j'ai vu une chaîne YouTube qui a beaucoup d'abonnés, qui fake les commentaires et tout, qui je pense fake les vues. Et du coup, dedans, il promouvoit Suno déguisé. Je me demande même si c'est pas un truc qui fait, enfin, si c'est Suno qui a créé cette chose-là. Et dans les commentaires, je te dis, il y a une vraie enquête à faire que je vais pas faire, mais qui Je est veux bien les assez infos, ouais. intéressante. J'ai checké Je veux bien 5 les minutes. infos. Ouais, je t'enverrai. Et dans les commentaires, tu as un profil, je sais pas si c'est faux ou pas, mais vérifié sur YouTube d'un artiste de R&B ou je sais pas quoi, qui visiblement il utilise Suno pour la voix, pour la génération des clips, et il y a un vrai écosystème qui est en train de se mettre en place. Donc il y a un vrai sujet sur ça, et il y en a un autre pour aller dans l'entre-deux que je te disais. Il y a un mec que je t'enverrai la chaîne aussi,
il doit poster peut-être 5 vidéos par jour et il fait du coup entre deux. Il y a des vidéos où c'est dedans son avatar IA. Tu dirais vraiment pas que c'est son avatar IA. Je me suis même dit parce qu'à un moment il dit genre dans la vidéo ouais là c'est mon avatar IA. Mais je lis, mais le honneur, il lit tous les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Et je me suis même demandé, est-ce qu'il n'était pas en train de larp le fait que c'était un avatar pour faire genre, oui, je suis un expert de la création d'avatar IA et je fais semblant, tu vois. Tu rentres dans des matrices, tu vois, on voit bien la psychose qu'il y a eu là avec Netanyahou, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, toutes les vidéos analysées. On rentre dans une psychose vraiment assez importante et effectivement, pour attacher le wagon, la blockchain qui est un moyen d'authentifier les contenus, même si je pense qu'il y a des moyens de bypasser ça de certaines façons, pas au niveau technologique pour assurer la véracité, mais au niveau, la step d'avant pour relier l'identité digitale à une vraie personne, tu vois. Il va falloir une façon, un organe de contrôle pour cette partie-là, tu vois. Donc, Exactement. très très intéressant. Ouais, bah c'est intéressant. Je rebondis du coup sur ce que tu as rebondi rapidement ou tu veux qu'on passe à la suite? Avec plaisir, Là, vas-y, tu vois, je te sens-toi demande libre. ton Il, autorisation. il nous reste une dizaine de minutes, vas-y Rémi B, fais-nous rêver. C'est marrant que tu parles de. Bah, je veux bien les infos, très intéressant. Et nous, on peut faire Je l'enquête te parce les qu'on fait enverrai. souvent des enquêtes justement. Donc, ça peut être intéressant sur Radar. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai fait une vidéo, faut que je la retrouve et je te l'enverrai. Où en fait, j'ai fait un mix entre moi, mon vrai moi et mon avatar que j'avais créé. C'était il y a un an, ça, je pense. Sur Instagram et je demande aux gens dans la vidéo, je leur dis voilà, à votre avis cette vidéo c'est mon avatar, c'est moi ou c'est les deux? Et très marrant, toutes les réponses étaient mauvaises. Il n'y a pas un gars, et c'était il y a un an, hein. T'imagines avec les technos d'il y a un an, ça a déjà beaucoup, ça s'est beaucoup amélioré ces derniers mois. Les gens avaient déjà 100% de taux d'échec. Donc, c'est un vrai problème parce que jusqu'à présent, on était dans des sociétés où l'image et notamment la vidéo étaient vraiment gage dans 95-99% des cas, gage de vérité. Et on est sorti de ça. Et ça, c'est hyper inquiétant parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais c'est super inquiétant parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué, moi, j'ai été journaliste dans ma vie. J'ai essayé d'être un bon journaliste. Et le truc qu'on apprend chez les journalistes, et à mon avis, c'est pour ça que les bons journalistes vont revenir dans le game rapidement d'ailleurs, parce que leur métier, c'est pas de pisser du texte, c'est pas de faire des vidéos, c'est pas de faire de l'audio, c'est de vérifier l'information avec différentes sources différentes qui sont antinomiques parfois, qui sont d'un courant politique différent, d'un pays différent, etc. Et ce travail-là, les gens ne le font pas. Les gens te disent oui, je veux la vérité. Ok, t'es allé voir quoi pour chercher la vérité? Ah bah j'ai vu tel média qui en a parlé. Ok, est-ce que t'es allé vérifier un média opposé ce qui dit du même sujet? Non, t'as pas fait de recherche. Je me dis pas que t'as recherché. T'as écouté ton animateur favori déblatérer son truc. Et est-ce qu'il dit Mhm. vrai? Peut-être, mais prouve-le qu'il dit vrai. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les gens veulent de l'information, mais sont pas capables d'aller vérifier l'information. Pourquoi? Tu sais, moi, j'ai été taillé pendant des années, et je suis toujours taillé d'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux parce que je suis des gens qui sont antinomiques, des gens de droite, de gauche, et on me dit pourquoi tu suis ce mec-là? Mais ta gueule, en fait. Ta gueule. Je dois suivre ce mec-là parce que je dois comprendre qu'est-ce que lui pense, qu'est-ce que lui dit sur les sujets qui m'intéressent, pour être capable de faire mon propre esprit critique et être capable de savoir, pas la vérité, mais au moins de m'en approcher. Et les gens pensent trop que tout est blanc ou noir, et en fait, tout est gris en réalité. Voilà, il y a dans tous les sujets. Et c'est pour ça que sur Culture Radar, Mhm. d'ailleurs, c'est très marrant, sur les premières vidéos, sur Money Radar, c'est hilarant. Dans la même vidéo, parce on va avoir bientôt 600 000 abonnés, donc on a certaines vidéos qui font vraiment beaucoup de vues, et on publie tous les 2 jours. Donc ça envoie, et sur toutes les vidéos, tu as des commentaires, mais dans la même vidéo. Ouais, de toute façon, voilà, on a la preuve. Bon, bah voilà, c'est du RN, quoi. Money Radar, c'est une chaîne RN, c'est la preuve. Dans le commentaire du dessous, bon, bah voilà, ils sont financés par Mélenchon, c'est une certitude. Maintenant, on a la preuve, regardez, c'est la preuve. Et tu te dis, mais attends, mais vous êtes sérieux, les gars? On publie une vidéo, on a 30 sources différentes, 3 bords politiques différents sur un sujet précis, de différents pays. On a des sources solides qui ont été vérifiées. Et le seul commentaire que tu nous sors, tu es capable de nous sortir, c'est on a un biais politique, économique ou ou que sais-je, ou par pays. Mais vous n'êtes pas sérieux, les gars. Vous n'êtes même pas sérieux. Donc c'est très très drôle, ouais, effectivement, pour rebondir rapidement.
Et pour ouvrir le podcast, niveau géopolitique, tu penses que on se dirige vers une société de type chinoise, contrôle massif des mouvements des individus? C'est quoi un peu ton approche avec l'IA? Est-ce que, pour simplifier, disons-nous, durant les 80 dernières années, c'était les business qui reprenaient le pouvoir sur les États. Est-ce que tu penses que là, on va changer, retourner, que les États, ils vont reprendre les contrôles sur la population? Qu'est-ce que tu penses un petit On peu a, de tout ça? je pense on est arrivé aux limites du système actuel, sans rentrer dans la politique politicienne, bien sûr. Je parle au niveau géopolitique. Moi, il faut bien comprendre que la géopolitique n'a rien à voir avec la politique habituelle. Les gens ont du mal avec ça, mais là, on parle vraiment de grandes choses mondiales. On parle pas de Macron, de Xi Jinping, on s'en fout. Euh, En fait, on est arrivé à un tel niveau de concentration de pouvoir et d'argent dans quelques mains. Et encore une fois, je suis pas un gauchiste, hein, mais c'est la vérité, c'est un fait, c'est factuel. Enfin, je veux dire, ne pas le voir, faut être un débile profond. On parle maintenant de, voilà, Elon va faire une levée de fonds là de 1500 milliards. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais Ouais, il veut même 2 non, mais trillions. à un moment donné, enfin, on parle de 1000 milliards. Déjà que milliards, c'est impossible à comprendre. Pour un cerveau normal, c'est déjà impossible à calculer. Là, on parle de 1000 milliards. On parle de salaire. Il demande un salaire de 1000 milliards s'il atteint ses objectifs. Donc, si tu veux, on a une... Je t'interromps Voilà, juste 2 secondes parce que j'ai un exemple très vas-y. parlant par rapport à ça concernant la différence pour que les gens ils visualisent entre 1 million et un C'est du milliard. délire. 1 million donc on va faire la comparaison avec le temps pour que ça parle plus. 1 million de secondes, ça correspond à 11 jours. 1 milliard, ça correspond à 31 ans. Et là, on parle de 1000 milliards. Tu imagines la différence? Milliards. Donc, on parle de 10 ans. Donc, si tu veux, en fait, les gens ne comprennent pas, mais quand on parle de milliards, tu sais, moi, j'ai des gens qui me disent, mon rêve, c'est d'être milliardaire, mais je crois qu'ils comprennent pas ce que ça implique. C'est clair. Millionnaire, c'est accessible. Ça veut pas dire que c'est facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile d'être millionnaire. Attention, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais millionnaire, en réalité, c'est humainement accessible pour quelqu'un qui fait bien les choses. Milliardaire, c'est différent. Même si tu fais tout bien, il y a de grandes chances que tu deviennes jamais milliardaire. Parce qu'en fait, c'est un niveau qui est tellement élevé que, voilà, de toute façon, il suffit de regarder le nombre de milliardaires dans le monde, hein. Même s'il grossit, il est toujours extrêmement petit. Et alors, des mecs qui sont en dizaines ou en centaines de milliards, alors là, on est dans un club fermé de 8 ou 10 personnes. Donc, 8 ou 10 personnes sur 8 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, il faut quand même qu'on se rende compte de ça. Donc en fait, pour revenir sur le sujet, on a une telle concentration d'argent et de pouvoir cumulés, parce que pour la première fois depuis très longtemps, les deux sont vraiment cumulés. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait les politiques qui pouvaient dire à n'importe quelle très riche personne, non mais attends, c'est moi qui commande. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des entreprises de la Silicon Valley qui commencent à parler de créer une île artificielle au large de San Francisco. Vous pouvez aller vérifier l'information, c'est vérifié, pour créer un État qui n'aurait pas les mêmes règles que la Californie. Non mais attends, sérieusement, vous êtes sérieux les gars? On parle d'entreprises comme Google, qui est l'entreprise Alphabet, qui depuis 20 ans doit être démantelée, qui n'est toujours pas démantelée, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui cire les pompes correctement. Mais c'est dangereux, Google. J'adore Google, j'utilise tous les outils de Google. Mais on peut pas laisser une entreprise comme ça dominer les téléphones, les navigateurs, les emails, les agendas, l'IA. C'est quoi la suite, en fait? Bientôt, ils vont fabriquer des vêtements à la place des BMH. Enfin, à un moment donné, il va falloir couper cette entreprise en deux minimum. On n'a pas le choix. C'est trop dangereux, en fait. Donc oui, je pense que les gouvernements vont reprendre la main pour une raison extrêmement simple. Il y a un sujet sur lequel les entreprises n'auront jamais la main, et c'est logique, c'est les armes, pour de vrai. C'est-à-dire que au moment où Trump dit je vais attaquer tel pays, là c'est le politique qui décide. Et heureusement encore, parce que encore heureux qu'il y ait un truc qui tienne encore debout au niveau démocratie. Voilà, avec des grands guillemets. Bon, malheureusement, ils font un peu comme ils veulent, mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que oui, l'État va reprendre la main et le modèle chinois est très intéressant, évidemment, pour nos gouvernants, puisque, voilà, quand tu as 1,5 milliard de personnes dans le monde qui acceptent d'avoir sur leur téléphone un outil qui s'appelle WeChat, que je connais très bien, parce que je passe souvent en Chine, d'ailleurs, ils se foutent de notre gueule.
en disant mais pourquoi vous avez toutes ces applis de merde, nous on fait tout sur une seule appli et c'est très bien. Bah, quand tu arrives à avoir 1,5 milliard de personnes qui font tout sur la même appli, que tu peux littéralement vérifier chaque seconde de leur vie, en vidéo, en audio, ce qu'ils font dans la rue, dans quel pays ils vont, à qui ils parlent. Bah oui, ça intéresse les politiques, bien entendu, parce qu'ils veulent ça, ils veulent avoir un contrôle sur ce qu'on fait, sur notre argent, sur notre... Pourquoi nous, on aime les cryptos, Bitcoin et tout? Mais parce qu'on leur met un gros fuck, en fait. On leur dit, mais non, nous, on veut bien rester dans le système, mais il y a des limites. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On est en train de faire une vidéo que tu vas publier sur Google, sur YouTube, ou sur un podcast voilà, sur Apple ou sur Android. Bon, on est dans le système, on n'est pas en train de dire qu'on veut sortir du système. Par contre, on estime qu'il y a des grosses limites et qu'il faut être capable d'en sortir si jamais il y a un gros problème qui arrive. Là, on les voit. Au moins, ne contrôlez pas notre argent, quoi. Au moins, on vous donne déjà beaucoup de choses, mais ne contrôlez pas notre En argent. réalité, ils le contrôlent. En réalité, ils le contrôlent, mais il y a des limites. Le contrôle par rapport au dollar, oui. Il y a des limites. Il faudrait que, en fait, aujourd'hui, si t'as pas, tu sais, moi j'ai fait des recherches là récemment, parce que c'était important. Non, mais ça c'est un truc de fou. Ici en Indonésie, je te fais rapidement le point là-dessus. Je pense que ça va être super intéressant et désolé de sortir encore du sujet, mais là je crois que c'est vraiment intéressant. Je t'ai mis trop la pression maintenant, tu oses plus, mais vas-y. Ici en Indonésie, qui est un pays de 300 millions d'habitants, qui est ce qu'on appelle un dragon endormi. C'est-à-dire que beaucoup de gens savent pas qui est l'Indonésie, très bien, sauf que ça sera la 4e économie mondiale dans 10 ans. Voilà, juste pour info, comme ça vous le savez, maintenant vous êtes au courant. Donc progression comme ça, pays incroyablement jeune, hyper dynamique, il y a plein de défauts ici, mais la croissance, c'est pas un défaut. Donc ça progresse très vite. Dans ce pays, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un truc qui s'appelle QRIS. QRIS, c'est un système qui permet de payer directement avec ton téléphone sans passer par Apple, Google ou tout autre service américain, pour ne pas les citer, Visa et Mastercard. Il faut savoir que Visa et Mastercard, ils nous tiennent par les couilles, littéralement, et pas qu'en France, en Europe et dans 95% du monde actuellement. Ils nous tiennent par les couilles, pourquoi? Parce qu'en fait, du jour au lendemain, Visa peut dire « Ah, tu sais quoi, ta carte bancaire Visa ou Mastercard, là, bah tu vas plus pouvoir l'utiliser. » C'est con, hein, on coupe le système, on coupe le service. En France, on a de la chance. On a un système qui s'appelle e-carte bleue, qui est toujours en duo avec Visa et Mastercard. Donc, vous allez pouvoir continuer à payer avec votre carte bancaire en France. Par contre, si vous sortez du pays France, si vous allez en Espagne, ne serait-ce qu'en Espagne, votre carte bancaire ne fonctionnera plus. Parce que Visa et Mastercard auront coupé les vies. Donc, QRIS. On revient à QRIS en Indonésie. Il y a 3 ans, le président, à l'époque Jokowi, dit « On installe QRIS, on emmerde les États-Unis. On veut créer notre propre système de paiement pour ne pas être dépendant des États-Unis. L'Indonésie est un pays à majorité musulmane, ils ne peuvent pas accepter d'être dominés par les Américains. » Ok, très bien. Ils installent QRIS, au début personne l'utilise, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, très bien. Et puis ça prend, parce que ici, les paiements par carte bancaire, ça se fait pas normalement, tu vois. Tout se fait par cash habituellement. Et les petits commerçants, ils ont des incitations. Ouais, mettez ce petit terminal, ça passe pas par la carte bancaire, il n'y a pas de frais. Par contre, tac, vous pouvez encaisser l'argent tranquille via un téléphone, nickel. Et maintenant, Trump en a parlé il y a 2 mois de ce service. Il a dit à Prabowo, qui est le nouveau président depuis 2 ans en Indonésie, mais attendez, on comprend pas, il n'y a plus du tout de transactions Visa Mastercard quasiment en Indonésie, qu'est-ce qui se passe? Ça a été divisé par 100. Ah oui, oui, en fait, on a lancé un service qui s'appelle QRIS. Ah d'accord, mais c'est pas possible, il va falloir remettre Visa Mastercard. Prabowo lui a dit non. Voilà, très simple. Et ce système QRIS maintenant fonctionne en Malaisie. Je crois qu'il arrive en Malaisie. Il arrive dans 2 ou 3 autres pays autour donc de ce qu'on appelle la Southeast Asia, donc l'Asie du Sud-Est. Et voilà, ils sont en train de créer un service qui les rend intouchables de la monnaie et du pouvoir américain. Ça, c'est génial. Et maintenant, on en parle en Europe d'ailleurs. L'Europe commence à se poser la question de comment on va mettre en place un système similaire. Il le faut le plus vite possible. Là, en fait, le monde est en train de nous demander de choisir entre le diable et le diable. C'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Je parle pas en termes de personnes, je parle en termes de dirigeants, bien entendu. On nous parle de mauvais dirigeants américains, on nous demande de choisir entre les mauvais dirigeants américains ou les mauvais dirigeants chinois. Et en fait, le reste du monde, moi, ce que je pense, il faut choisir aucun des deux.
Il faut continuer de discuter avec les deux, il faut continuer de faire du business avec les deux, c'est très bien, et il le faut, on n'a pas le choix en réalité, hein, bien entendu, mais il y a des limites. Il faut avoir une souveraineté. La souveraineté revient enfin au cœur des débats, et ça fait 20 ans que j'en parle, et tout le monde s'en battait les couilles, et là maintenant ça y est, on commence à se dire putain mais ah ouais, ils peuvent couper Google, ils peuvent couper Microsoft, ils peuvent couper nos moyens de paiement, ils peuvent couper notre internet, ils peuvent couper absolument tout, et on a quoi nous si jamais ils coupent tout? Ben, on n'a plus rien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Réponse à venir dans les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'on On fait? espère qu'il n'y En aura tout pas la guerre cas, nucléaire, parce que on n'est pas loin là, malheureusement. ouais. En tout cas, ouais, intéressant d'aborder ces choses sous cet angle-là, parce que c'est intéressant. Il n'y a pas que le business, il y a aussi réveiller les consciences, et je pense que c'est ce que tu as fait dans cet épisode du Vibecast. Donc, je te remercie Rémi de t'être rendu Désolé disponible d'avoir pour ruiné ton cet épisode. épisode. Non, non, je pense que c'est bien, comme je dis, il faut s'adapter. Je t'invite, donc tu réponds comme tu veux. Et ça fait un angle différent, tu vois. On nous dira dans les commentaires, est-ce que vous voulez plus justement des sujets ouverts comme ça? Est-ce que ça vous a plu pour savoir, pour que je mette en place dans la saison 2 des intervenants différents? Mais c'est bien, on a parlé de plusieurs choses. C'était quand même rattaché à l'IA et tout ça, donc c'était très bien. Je te remercie, Rémi. Ouais, merci à toi pour l'invitation, très heureux. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour donc sur la chaîne Futur Radar principalement? Ouais, sur Futur Radar. Et sinon, je vous conseille de me suivre plutôt à titre personnel si ça vous intéresse d'avoir aussi la partie coulisses, mes déplacements en Asie. Là, je prévois plusieurs voyages de dingue. Pas qu'au niveau voyage, pas qu'au niveau tourisme, mais au niveau technologique. Je vais aller à Shenzhen là bientôt. Shenzhen, pour ceux qui savent pas, c'est la ville tech mondiale en Chine. Et c'est une ville extraordinaire parce qu'en fait, c'est un mélange entre IA et robotique. Et il y a une autre ville que je dois faire qui est au Japon qui s'appelle Fukuoka, qui est aussi la ville. Donc c'est voilà, on va faire des épisodes probablement fight entre la technologie japonaise, française et chinoise. Et je pense que ça va être une dinguerie. On va se régaler. Et ça, ils retrouveront ça où? Sur Futur Radar. Mais sinon, sur mon Instagram. Sur Futur Radar aussi. Pour être sûr de tout avoir, vous allez sur mon Instagram, Rémi Bigot, pas Rémi B pour le coup, Rémi Bigot, et voilà. Tous les liens seront dans la description. Écoute, je te remercie Rémi, et puis à très vite. Merci à toi, ciao ciao.